Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 71 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Fanny Beuret. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors Fanny, vous êtes maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'autrice d'un ouvrage qui s'appelle That's Entertainment, musique, danse et représentation dans la comédie musicale hollywoodienne classique, paru en 2019 aux presses Sorbonne Université. Et vous avez publié aussi de nombreux articles scientifiques sur les séries télé musicales et les films musicaux classiques et contemporains. Vous êtes aussi co-animatrice avec Arnaud Marmiès du podcast All That Jazz, qui est consacré à la comédie musicale. On a mis l'adresse sur le site internet. Je vous conseille de vous y rendre parce que c'est une mine très intéressante justement sur ces séries télé comme Crazy Ex-Girlfriend qui sont, Fanny, aussi et surtout des séries musicales. Alors peut-être pour commencer, Fanny, qu'est-ce qu'on peut dire de cette série ? Présentez-nous-la. Elle a été diffusée où, quand, comment est-ce qu'on peut la voir ? Dites-nous tout. Alors, donc Crazy Ex-Girlfriend, c'est une série télévisée américaine qui comporte 4 saisons, chacune entre 13 et 18 épisodes, et qui a été créée en 2015 et qui a donc été diffusée entre 2015 et 2019 aux États-Unis sur le réseau CW. En France, elle a été diffusée depuis 2017 sur Téva, puis depuis 2019 sur M6. Et depuis fin 2020, les 4 saisons sont enfin disponibles sur Netflix France. Donc, on peut aujourd'hui regarder entièrement les 4 saisons de Crazy Ex-Girlfriend sur Netflix. C'est une série qui a été co-créée par Rachel Bloom et Aline Brosh McKenna. Alors Rachel Bloom, c'est une passionnée de comédie musicale qui est notamment devenue célèbre sur Internet grâce à ses vidéos musicales parodiques au titre aussi éloquent que Fuck Me Ray Bradbury, qui culmine à 4,5 millions de vues, ou encore You Can Touch My Boobies à 5,7 millions de vues. Donc ça donne déjà un petit peu le ton que sera le ton aussi de Crazy Ex-Girlfriend. Rachel Bloom, elle est aussi l'actrice principale et la co-autrice de la musique avec Adam Schlesinger et Jack Dolgen. Aline Brosh McKenna, de son côté, est une vétérante, on va dire, de l'industrie d'Hollywood. Elle y est notamment scénariste et c'est elle, par exemple, qui a signé le scénario du Diable s'habille en Prada. La série Crazy Ex-Girlfriend, c'est une série qui a la particularité, on va dire, tout au long de ces 4 saisons, d'avoir eu d'assez faibles audiences, mais d'avoir été très bien reçue par la critique, d'avoir remporté de nombreux prix, notamment les plus prestigieux. Crazy Ex-Girlfriend peut s'enorgueillir d'avoir remporté 4 Emmy Awards et un Golden Globe pour Rachel Bloom en tant que meilleure actrice. Et en fait, du coup, ça en fait une des séries à la plus faible audience à avoir malgré tout été renouvelée par une chaîne de network qui a donc, la série a donc été renouvelée pour 4 ans et enfin, elle était renouvelée tous les ans pendant 4 ans et ça correspondait vraiment au projet de départ de Rachel Bloom de faire une série en 4 saisons. C'est donc une série qui a eu un public, on va dire, assez restreint, mais de fans extrêmement investis pour tout un tas de raisons qu'on pourra explorer tout à l'heure. Des fans très engagés et on peut mesurer notamment ça aux tournées de spectacles live qui ont été faites essentiellement aux États-Unis. Il y a eu 2 dates, 2 dates à Londres et voilà, des concerts de Rachel Bloom qui chantait les chansons de la série ont remporté un très, très grand succès. Vous avez dit, Fanny, série de référence, mais série méconnue. Alors peut-être pour celles et ceux de nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez en faire le pitch ? Alors, Crazy Ex-Girlfriend, ça raconte l'histoire de Rebecca, une jeune avocate new-yorkaise brillante mais malheureuse. Et bien, du jour au lendemain, Rebecca va tout plaquer pour aller s'installer à West Covina, une petite ville en banlieue de Los Angeles, qui se trouve être la ville d'où est originaire Josh, son amour d'un été, qu'elle n'a pourtant pas vu depuis 10 ans. Mais en réalité,
Crazy Ex-Girlfriend, c'est bien plus que ça. C'est a lot more nuanced than this, comme le dit le personnage principal dès le générique de la saison 1. Qu'est-ce que, Fanny, on pourrait dire maintenant, vous qui êtes la spécialiste, hein, je rentre dans le vif du sujet en se disant, voilà, c'est une série musicale. Alors, ça correspond à quoi cette série musicale? Et puis, c'est peut-être l'occasion de ma question, Fanny, d'évoquer avec vous votre podcast, qui est un podcast sur les comédies musicales, justement, All That Jazz. Hein, on rappelle, allez foncer, vous abonner et écouter parce que c'est très, très intéressant et divertissant, j'allais dire. Alors, présentez-nous cette série, pourquoi ce fond musical, comment ça fonctionne? Alors effectivement, sur All That Jazz, on a consacré notre premier épisode, à vrai dire, à Crazy Ex-Girlfriend, puisque le podcast s'intéresse à tout un tas de comédies musicales, aussi bien à la scène qu'au cinéma et à la télévision. Et donc, pour inaugurer le podcast avec quelque chose qui changeait un peu, on avait choisi à l'époque, hein, il y a déjà 3 ans, de rendre hommage à cette série qui est donc une série musicale. Puisque c'est vraiment une des particularités de Crazy Ex-Girlfriend, c'est donc de faire partie du genre de la comédie musicale au sens où le récit, donc les séquences filmées, vont être très fréquemment ponctuées de séquences chantées et dansées. On en compte à peu près 2 par épisode en moyenne. Souvent, le plus souvent des solos, mais fréquemment, de plus en plus fréquemment d'ailleurs au cours de la série, également des duos ou des numéros d'ensemble. Le fait que Crazy Ex-Girlfriend soit une série musicale, ça s'inscrit en fait dans une tendance qu'on peut observer sur les dernières années de production, on va dire pas abondante, mais malgré tout de plus en plus soutenue de séries musicales. C'est quelque chose qui a sans doute été porté par le succès de Glee, hein, sur la Fox. Donc Glee, série qui raconte le quotidien d'une chorale dans un petit lycée de l'Indiana. Donc Glee, le phénomène qui s'est étendu de 2009 à 2015, a donc un petit peu inspiré toutes les chaînes de télé à produire leurs séries musicales avec des succès plus ou moins enfin on va dire des tentatives plus ou moins heureuses. On peut penser à Smash de NBC, qui n'a tenu que 2 saisons, 2012-2013. On peut aussi penser à des séries plus au long cours et plus centrées sur le milieu de la musique, des séries comme Empire sur la Fox ou encore Nashville sur ABC, puis sur CMT. Mais en fait, Crazy Ex-Girlfriend n'est pas comme toutes ces autres séries musicales. Elle s'en distingue pour moi au moins à 2 titres. D'abord, c'est pas une série qui se situe dans l'univers du spectacle, puisque les exemples que j'ai cités, notamment Smash, Empire, Nashville, c'est des séries qui vont ressusciter la forme assez ancienne, hein, de comédie musicale, qui est la forme du backstage musical, où on parle aussi de show musical, c'est le terme qu'emploie Rick Altman dans sa classification des comédies musicales, c'est-à-dire une comédie musicale qui va raconter la préparation d'un spectacle et dans laquelle les numéros musicaux seront soit des répétitions, soit des représentations. Dans Crazy Ex-Girlfriend, donc on n'est pas dans l'univers du spectacle et les numéros musicaux ne sont donc pas diégétiques au sens où ils n'apparaissent pas vraiment dans le récit, c'est pas des spectacles dans le récit, c'est plutôt des fantasmes de l'héroïne. Alors je dis plutôt parce qu'en fait le statut des numéros musicaux dans la série est longtemps assez peu clair. L'héroïne formule à sa psy dès la saison 1 qu'elle a tendance à imaginer sa vie sous forme de numéros musicaux, mais sous forme de numéros musicaux successifs, mais voilà, c'est quelque chose qui reste un petit peu flou pendant un certain temps. Toujours est-il que donc les numéros musicaux ne sont pas des répétitions puisqu'on ne se situe pas dans le cadre de la préparation d'un spectacle. C'est la première des spécificités de Crazy Ex-Girlfriend. La deuxième spécificité de la série, par opposition à ces autres séries musicales, c'est qu'ici, on est face à des chansons originales, c'est-à-dire des chansons composées expressément pour la série. Et chacune de ces chansons va pasticher un style particulier dans un répertoire en fait très large, du lyrique au heavy metal, en passant par le jazz, la musique pop ou encore Broadway.
Donc chaque numéro est une parodie. Dans la majorité des cas, ça va être l'évocation d'un style musical bien identifiable, mais sans faire allusion spécifiquement à un numéro. Ça va plutôt être une chanson écrite à la manière d'eux, une sorte d'exercice de style. Dans certains autres cas, on va dire d'un plus petit nombre de numéros, on va avoir une référence directe à une chanson particulière, voire même à un clip ou un numéro musical particulier avec la recréation in extenso de tout le clip ou tout le numéro. Je pense par exemple dans le cas qui m'a particulièrement marqué des citations de comédies musicales hollywoodiennes classiques, on a la recréation par Rebecca du numéro bien connu Diamonds Are a Girl Best Friend, des hommes préfèrent les blondes, où Rebecca, donc l'héroïne, va copier la gestuelle et la façon de chanter, le costume, va tout incarner, va pleinement incarner Marilyn Monroe. Vous avez annoncé, Fanny, effectivement, au début, que c'était une série référence parce qu'elle avait été récompensée, alors que le public n'a pas été forcément toujours hyper présent. Alors, expliquez-nous pourquoi on peut la qualifier de série référence ou référentielle d'ailleurs, cette série Crazy Ex-Girlfriend. Alors, Crazy Ex-Girlfriend, oui, c'est une série référentielle au sens où elle n'a de cesse de reprendre les codes existants pour mieux les subvertir. On pourrait même dire que c'est une série typiquement postmoderne au sens où l'entend Laurent Julier, c'est-à-dire une série qui va être fondée sur le, je cite, recyclage intelligent de formes préexistantes à destination d'un spectateur qui est complice et capable de reconnaître et apprécier le clin d'œil. Dans les numéros, ça se voit notamment au choix des styles musicaux qui sont toujours faits en fait en fonction de la situation des personnages. Le comique vient parfois de l'évidence de l'association entre personnages et numéros qui lui est assigné. Par exemple, la mère de Rebecca, qui est un stéréotype de mère juive abusive, va entrer chez sa fille en chantant Where's the bathroom? Où est la salle de bain? Sur une mélodie qui va être inspirée des musiques traditionnelles de Klezmer. Ou parfois, c'est au contraire l'effet de contraste entre le style musical et la situation qui va provoquer le comique. Par exemple, à la saison 2, lorsque Rebecca se réjouit avec son amie Paula de son prochain mariage, ça va être sur une parodie de hard rock et sur les paroles What a rush to be a bride. Cette portée référentielle et cette tendance au pastiche va également être en œuvre dans la mise en scène des épisodes et pas simplement à l'intérieur des numéros musicaux. Outre donc les références à la comédie musicale qui sont omniprésentes, on peut aussi signaler certains épisodes qui vont prendre la forme d'hommage à un genre. Par exemple, le genre du film d'horreur pour l'épisode, le 4e épisode de la saison 3, Josh's Ex-Girlfriend is Crazy, ou encore l'épisode I'm Almost Over You, 11e épisode de la saison 4, va lui rendre hommage à la comédie romantique. Donc, une série qui n'a de cesse de multiplier les références à d'autres choses existantes dans la pop culture. Et plus encore que la portée référentielle, ce qui va caractériser Crazy Ex-Girlfriend, c'est son côté métatextuel, c'est-à-dire que la série va adopter fréquemment un discours de commentaire sur ses propres procédés. Alors là, on peut prendre l'exemple d'un numéro qui s'appelle Settle for Me, un numéro musical qui est en fait un hommage aux numéros musicaux de Fred Astaire et Ginger Rogers. Mais Rebecca, donc le personnage principal, au lieu de se laisser entraîner dans la magie du numéro et notamment dans le passage au noir et blanc, elle va constamment en fait commenter les effets enchantés du numéro, notamment les effets de trucage. Par exemple, lorsque, à la faveur d'un tour, son t-shirt se transforme en jolie robe, elle s'exclame: «Oh chouette, une robe!» ou plus tard, lorsque sa robe tourne dans la danse, elle fait: «Ah et en plus elle tourne!» Donc voilà, il y a plein d'effets en fait, qui jouent sur le commentaire du personnage de sa propre situation.
Au niveau des personnages, Fanny, et du casting, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette série qui a été aussi assez remarquable à ce niveau-là? Oui, alors, je vais passer assez rapidement, hein, sur le personnage, et le casting, mais simplement pour mentionner que, certains enfin la plupart en fait des acteurs ne sont pas des acteurs, connus du grand public, mais vraiment des professionnels, de la scène. Alors si le grand public ne les connaissait pas trop, c'est parce que c'est avant tout des personnes qui se sont, produites, sur scène. Donc Rebecca, est jouée par, Rachel Bloom. Donc Rebecca, c'est cette, héroïne, hein, cette jeune avocate qui va souffrir de dépression, d'anxiété et de troubles obsessionnels. On va le découvrir tout au fil de la série. Et donc autour de Rebecca gravitent 3 de ses love interests, hein, donc 3 hommes entre lesquels elle sera amenée ou pas, on le verra, à choisir. Donc le premier d'entre eux, c'est Josh Chen, donc l'objet de son affection. C'est un jeune homme californien, assez typique, on va dire, assez immature et qui est interprété par Vincent, Rodriguez III, qui donc est un danseur, qui n'était pas très connu, avant Crazy Ex-Girlfriend et qui vient vraiment du monde de la scène, du spectacle. Il a joué dans de nombreuses comédies musicales sur scène avant la série. On peut citer comme autre personnage, donc autre love interest de Rebecca, Greg Serrano, qui est le meilleur ami de Josh, qui a des sentiments assez compliqués pour l'héroïne et qui, est interprété, d'abord par Santino Fontana, donc un acteur de Broadway, pour le coup très connu, qui a récemment gagné un Tony Awards, puis par Skylar Astin, donc je spoil un peu, hein, mais on a changement d'interprète au fil de la série. Skylar Astin également, un professionnel de Broadway qui avait notamment joué dans, Spring Awakening et que les spectateurs de cinéma connaissent, sans doute davantage, car il, joue dans Pitch Perfect. Enfin, troisième love interest de Rebecca, Nathaniel Plimpton III, incarné par Scott Michael Foster. Donc ce personnage, c'est un avocat froid et méprisant qui est le nouveau chef de Rebecca à partir de la saison 2. Parmi, les autres personnages qu'on peut mentionner, on peut, citer aussi les amis et collègues de Rebecca et notamment, son amie Paula, sa nouvelle meilleure amie, une fois qu'elle sera installée à West Covina, qui est une mère de famille, un petit peu plus âgée, qui donc travaille dans le même cabinet, d'avocats que Rebecca. Et elle va très vite rentrer un petit peu dans les délires de Rebecca, puis au fil de la série avoir une certaine autonomie au sens où elle va acquérir ses propres intrigues, ses propres arches narratives et elle est incarnée par la merveilleuse, j'insiste sur ce point, Donalyn Champlin qui est, elle aussi une actrice rompue, de Broadway, de la scène, qui a joué dans de nombreuses productions originales de comédie musicale, notamment dans Sweeney Todd ou encore dans Billy Elliot. Bon voilà, on va peut-être s'arrêter là pour les personnages parce qu'autrement ça va ça va être trop long. Et quand on regarde cette série, on se rend compte, Fanny, vous allez nous le dire, qu'il y a de nombreuses représentations. Alors justement, vous qui êtes spécialiste en études cinématographiques, pourquoi c'est important de les analyser? Pourquoi c'est important de les comprendre? Alors moi, ce qui m'intéresse dans les films et les séries, c'est vraiment les histoires racontées et les personnages, représentés. Les œuvres de visuel, elles sont avant tout le produit des sociétés dans lesquelles elles sont créées et elles sont à ce titre des vecteurs puissants de normes sociales et des supports d'identification pour les spectateurs. Et Crazy Ex-Girlfriend, pour moi, elle est vraiment impeccable de ce point de vue parce que les représentations qu'elle offre sont à la fois très justes et résolument progressistes. Et ce qui est très intéressant et notamment par rapport aux personnages que j'ai pu citer, c'est que si au prime abord certains peuvent, avoir l'air, d'archétypes, ça va vraiment se complexifier au fil de la série et au fil, de la narration sérielle donc qui se caractérise par le temps long en fait qu'elle autorise et dans cette narration sérielle, ce qui est très important dans Crazy Ex-Girlfriend, c'est qu'on va avoir un rôle primordial joué par la musique.
il y a beaucoup de choses très profondes, très lourdes en fait, qui vont passer, il me semble, d'autant mieux en musique. Comme si finalement les messages étaient d'autant plus subtilement amenés qu'ils ne l'étaient pas par des grands discours, mais par la musique, par la danse. Et à mon sens, c'est vraiment une des forces de la comédie musicale de pouvoir emporter le spectateur presque malgré lui dans les émotions complexes et les évolutions complexes que connaissent les personnages. On pourrait en particulier citer le phénomène des reprises. Les reprises, donc les reprises de numéros musicaux, c'est quelque chose qui est très classique dans la comédie musicale, en particulier dans la comédie musicale sur scène, et c'est particulièrement mis à profit sur le temps long de Crazy Ex-Girlfriend. On va avoir en fait des phénomènes d'autocitation qui seront de plus en plus fréquents au fil du développement de la série et à mesure que se constitue un véritable répertoire de numéros. On peut distinguer plusieurs types de reprises. Ça peut être la reprise de mélodies de certaines chansons, mais avec des paroles différentes, avec éventuellement d'ailleurs un phénomène de circulation des chansons entre personnages. Pour prendre un exemple précis, on peut penser à la chanson Everything I've Done for You, qui est chantée par Paula à Rebecca dans la saison 1 et qui devient Everything You Made Me Do, chanté cette fois par Rebecca à Josh dans la saison 2. Et en fait, dans les deux cas, on a une même situation de reproche absurde adressé à une personne qui est jugée ingrate vis-à-vis de tout ce qu'on a fait pour elle ou plutôt à cause d'elle. Un autre phénomène de citation, ça va être la reprise de bouts de chansons qui vont former une nouvelle chanson. Ça, c'est quelque chose de très classique de la comédie musicale sur scène. On a des petits bouts de chansons qui vont s'assembler pour former une nouvelle chanson. C'est le cas de la chanson Rebecca's Reprise, donc littéralement la reprise de Rebecca, à la fin de la saison 2, une chanson qui va en fait avoir pour fonction de cristalliser toutes les expériences traumatiques vécues par Rebecca à un moment qu'elle considère alors être comme l'aboutissement de sa quête. Troisième type de citation qu'on peut distinguer, c'est la reprise en instrumental, c'est-à-dire la reprise en tant que musique de fausse, musique d'accompagnement d'une séquence de numéros précédents. Là encore, un exemple, Greg et Rebecca se rapprochent une dernière fois avant que Greg ne quitte West Covina, et alors on entend le thème mélodique de la chanson Settle for Me, que j'ai évoqué précédemment, qui était la chanson sur laquelle leur couple se formait. À quoi ça sert toutes ces reprises ? En fait, ça permet de faire apprécier l'écoulement du temps, puisqu'on retrouve la même situation, puisqu'on retrouve le même morceau dans deux situations différentes, et bien ça va donc conduire à mettre ces situations en perspective. Et ça va inciter à lire la série comme un tout cohérent, à la manière d'un opéra, en fait, en 4 actes. Ça s'adresse en particulier, ces reprises, bien sûr, aux spectateurs les plus assidus, les plus fidèles, qui sont capables de reconnaître et de profiter, en fait, de ces références parsemées au fil du long cours de la série. Et enfin, ça contribue, ces références, à brouiller la frontière entre les numéros musicaux et le récit, tout en révélant les fonctions essentielles, les fonctions narratives essentielles des éléments musicaux. On montre par cela que ces numéros musicaux ne sont pas de simples ornementations agréables à la série, mais sont bien les lieux de cristallisation des tensions et des rapports de force entre les personnages. Fanny, notre podcast est partenaire avec l'association Mnemosyne qui prévoit la mise en avant d'une histoire genrée et de genre. Alors justement, on suit à travers Crazy Ex-Girlfriend les aventures, on va dire, de Rebecca. Et beaucoup de choses est suivies de son point de vue à elle. Alors est-ce qu'on peut dire, Fanny, que cette série-là, c'est une série féministe ?
Alors, on peut tout à fait dire que Crazy Ex-Girlfriend est une série féministe. Peut-être on peut déjà faire un point sur la création. Donc, on le rappelle, hein, c'est deux femmes qui sont à l'origine de la série, deux femmes d'ailleurs d'âge différents hein, qui vont confronter et mettre en commun leur expérience. Hein. Beaucoup ont jugé que le duo Paula-Rebecca dans la série faisait une sorte d'écho hein, au duo entre Aline Brosh McKenna et Rachel Bloom, qui sont donc à l'origine de la série. Et ce sont deux femmes qui vont en plus se saisir de genres cinématographiques, enfin de genre, là pour le coup décliné en série, hein, mais on parle de genre cinématographique, de genre donc réputés féminins, comme la comédie musicale, mais aussi la comédie romantique. Elles vont se saisir de ces genres, mais pour mieux les subvertir et surtout déployer tout leur potentiel émancipateur. Parce que en fait, au prime abord, et je pense ça notamment si on ne fait qu'entendre le pitch de la série ou voir aussi certaines de ses affiches promotionnelles, notamment les affiches de la saison 1, eh bien, au prime abord, en fait, le caractère de féministe de la série, c'est peut-être pas évident. Puisque si on se réfère au test de Bechdel, alors je sais que vous avez déjà parlé du test de Bechdel sur le podcast, mais bon, pour rappeler très rapidement ce que c'est, donc c'est une sorte de critère d'évaluation c'est donc une sorte de test qui permet d'évaluer la représentation des femmes dans les œuvres audiovisuelles. Les 3 critères sont qu'il y ait au moins 2 femmes nommées, qui est un nom et un prénom, 2 femmes qui parlent entre elles et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Eh bien, si Crazy Ex-Girlfriend passe le test de Bechdel, c'est, on va dire, c'est simplement parce que c'est une série au long cours et que donc au bout d'un moment, les personnages féminins vont être amenés à parler entre eux d'autres choses que des hommes. Mais il faut l'avouer qu'une grande partie des échanges, et notamment au début de la série, des échanges par exemple entre Paula et Rebecca, concernent avant tout Josh. De la même façon, donc ça veut dire que ça part en faveur d'une perception féministe de la série. Et de la même façon, le motif même en fait de l'ex-folle, hein, de la Crazy Ex-Girlfriend, c'est un cliché sexiste, mais en fait la série va déconstruire ce cliché. Et en fait, on le comprend immédiatement que on évoque ce cliché que pour mieux le déconstruire, puisque il n'a jamais été pris au sérieux par la série. Là encore, dès le générique de la saison 1, le personnage de Rebecca commente « It's a sexist term », c'est un terme sexiste lorsque on chante le thème de Crazy Ex-Girlfriend. Oui, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur cela. Alors, si on va un peu plus loin dans l'analyse, comment est-ce que sont perçues, sont vues, sont montrées les relations avec les hommes dans cette série? Eh bien, par rapport au pitch, hein, donc suivant le pitch, la première rencontre que le spectateur va avoir avec Rebecca, c'est à travers ce coup de folie initial, donc de tout plaquer pour suivre Josh. Et à partir de là, en suivant les codes de la comédie romantique et parce qu'on est face à une héroïne hétérosexuelle, une grande part de la série va être consacrée à la description des relations entre hommes et femmes et notamment à la dissymétrie des rôles et des attentes à travers la difficulté de Rebecca à créer une relation saine avec les hommes, aussi bien d'ailleurs son père que ses compagnons successifs. Puisque, en fait, Rebecca va faire l'erreur de conditionner son bonheur à la relation amoureuse dans laquelle elle se situe et au regard que son père porte sur elle. Il lui faudra apprendre à s'en détacher pour trouver le bonheur. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment au titre des épisodes de la série. En fait, de la saison 1 à la saison 2, on a toujours le mot Josh, donc ce fameux objet de son affection qui figure dans le titre de la série. Au fil de la saison 3, il va être remplacé par un autre personnage, celui de Nathaniel. Puis, là, la saison 4, lorsque Rebecca arrive enfin à prendre possession, en quelque sorte, d'elle-même, tous les épisodes commencent par « I », c'est-à-dire par « je ». Vous avez parlé de cette relation particulière entre l'héroïne et Rebecca et puis Paula. Alors, justement, comment, Fanny, est-ce que les relations entre femmes sont montrées dans la série?
Donc, dans les numéros musicaux comme dans le récit, la thématique des relations de Rebecca avec ses amis et éventuellement avec ses ennemis va être copieusement décrite. On va nous faire un portrait très fin à travers cette amitié intense de Rebecca et Paula. On va nous montrer la complexité en fait des relations amicales, de leur éventuelle asymétrie, la difficulté à entretenir l'amitié lorsque on ne va pas bien, puisque à plusieurs reprises Rebecca sera tellement en fait absorbée par ses problèmes qu'elle se révélera être une amie négligente. Et donc ça, c'est plutôt pour l'intrigue et on va avoir des numéros musicaux qui vont avoir directement pour thème la sororité. On peut penser à la chanson Woman Gotta Stick Together, qui est une parodie de chanson folk un peu inspirante, qui est chantée par Valencia. Donc Valencia, c'est initialement l'ennemi de Rebecca, puisque c'est la petite amie de Josh au cours de la saison 1. Donc, en quelque sorte, c'est sa rivale. Et Valencia, alors, est une jeune femme qui ne se définit que par rapport à son rapport de séduction avec les hommes et qui est donc dans une compétition forcenée avec toutes les autres femmes. Et dans Women Gotta Stick Together, sous couvert de célébrer donc la sororité féminine, elle en profite en fait pour dire plein de méchanceté sur toutes les filles qui l'accompagnent dans ce numéro musical. Donc c'est évidemment très drôle, hein, ça fonctionne ça fonctionne très bien. On peut aussi penser à la chanson Friendtopia, qui est là une parodie des chansons des Spice Girls, à la fois Wannabe et Spice Up the World. C'est un moment où Rebecca, donc à ce moment de la série, est devenue copine avec Heather et Valencia, et ça exprime en fait l'euphorie de Rebecca de faire partir un groupe de filles, mais en même temps, c'est très inquiétant puisque dans cette dystopie qu'elle imagine, les clichés des soirées entre filles deviendraient obligatoires, comme boire du rosé ou regarder Hocus Pocus. Donc à chaque fois, ça détourne les clichés pour en faire quelque chose de très comique. Quand on voit aussi cette série, on peut, je pense, vous allez me dire, vous qui la connaissez déjà très bien la série et puis qui l'avez analysée, on peut très bien aussi appréhender le rapport qu'ont les femmes avec leur corps. C'est très bien montré, c'est très bien analysé. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on ne le voit pas dans toutes les séries, bien sûr. Et c'est peut-être aussi ce côté-là qui fait que, vous allez peut-être me dire le contraire, mais on peut dire que cette série est féministe. Oui, cette série est féministe parce qu'elle montre combien le corps des femmes compte et qu'il ne doit pas être entouré de tabous. On va dire que c'est une série qui montre le corps des femmes, mais de façon bien différente des autres séries qui montrent le corps des femmes. Ça passe d'abord par la description des relations des femmes aux standards de beauté. Rebecca, elle a un petit côté anti-héroïne au sens où elle passe son temps à se dévaloriser, elle se trouve trop grosse. Bon, ça, c'est quelque chose qui est notamment entretenu par sa mère qui lui fait tout le temps des commentaires sur son poids. Elle passe son temps à se comparer à Valencia qui incarne un peu cet idéal féminin qu'elle arrive à atteindre. Et d'ailleurs, cette comparaison avec Valencia, on montre combien c'est pathologique et quelque chose de vraiment, enfin, qui est très tôt dans la série, en fait, révélateur de la santé mentale fragile de Rebecca. On peut penser à une chanson comme Feeling Kind of Naughty, qui est une chanson en fait qui parodie le clip I Kissed the Girl de Katy Perry. Et dans cette chanson, en fait, on comprend que Rebecca veut tellement devenir amie avec Valencia qu'elle a des fantasmes bizarres, un peu macabres de devenir Valencia. Et ça montre en fait toute cette tendance du personnage à avoir un besoin pathologique d'être intégré dans une relation amicale ou amoureuse. En fait, dans la chanson, on comprend qu'elle est prête à se transformer en serial killeuse pour devenir Valencia. Elle parle de fabriquer une robe avec sa peau, enfin, vous voyez, vous voyez l'idée. Et c'est aussi un clip qui va tourner en dérision une tendance générale de la pop culture contemporaine à mettre en spectacle pour le regard masculin un homoérotisme féminin.
En termes de relation des femmes avec leur corps, on peut aussi penser à un autre numéro qui va plus spécifiquement parler des injonctions à la beauté qui sont faites aux femmes. Et là, c'est encore un numéro qui apparaît très tôt dans la série, puisqu'en fait, c'est un numéro qui est dans le premier épisode, mais qui là encore est très emblématique de l'intelligence de Crazy Ex-Girlfriend. C'est une chanson qui s'appelle The Sexy Getting Ready Song, qui est filmée à la façon d'un clip de R&B et qui donne à voir les tortures physiques que s'inflige Rebecca en préparation d'un rendez-vous, de l'enfilage d'une gaine à l'épilation de ses fesses. Et en fait, à la fin de la séquence, elle fait intervenir le rappeur californien Nipsey Hussle, qui va entamer un rap en fait particulièrement sexiste avant de s'arrêter net devant le spectacle de Rebecca et de se dire changer pour jamais, changer à jamais par ce qu'il vient de voir. Et il dit qu'il doit alors tout arrêter pour aller s'excuser auprès de, je cite, some bitches. Et il va donc une à une appeler toutes ces danseuses pour leur proposer de discuter du deuxième sexe. Là encore, le choix du registre, ici en l'occurrence du R&B, n'est pas innocent puisque ça permet en fait de dénoncer aussi l'emploi des corps féminins dans les clips, puisque là, les danseuses qui accompagnent Rebecca sont très vêtues et prennent des poses tout à fait lascives dans leur danse. Ça montre en fait toute l'ambiguïté de ces questions, mais aussi la question de la récupération féministe de la pop culture et en quoi ça vide ou non la dénonciation et en quoi ça vide ou non cette pop culture de son contenu subversif. Autre élément du rapport des femmes à leur corps dans Crazy Ex-Girlfriend, eh bien, c'est le sexe, puisque on représente très librement le sexe dans la série. Rebecca est très active sexuellement et c'est absolument pas vu comme un problème. Et la série va contenir de nombreuses descriptions graphiques des organes, des positions et des pratiques sexuelles. C'est d'ailleurs une des rares séries qui évoque le mot clitoris. Hein, c'est une des rares fois où le mot clitoris a été prononcé sur la télévision américaine. Et dans les numéros, les évocations anatomiques vont jusqu'à décrire les mycoses ou encore les MST. Hein. À la saison 4, on a notamment une série de numéros inspirés de la comédie musicale Cats qui rendent compte de l'évolution d'une infection vaginale. Autre tabou suprême qui est aussi évoqué dans Crazy Ex-Girlfriend, ça va être les règles. On parle des règles dans Crazy Ex-Girlfriend, on montre que ce n'est pas quelque chose de sale. Rebecca évoque à plusieurs reprises ses tampons. Paula aussi, d'ailleurs, elle parle de ses crampes menstruelles ou encore de ses règles tellement abondantes que changer de protection est un travail qui nécessite 2 personnes. Et on a notamment le numéro musical Period Sex, donc le sexe pendant les règles, qui est un numéro musical qui va, on va dire, menacer à plusieurs reprises d'advenir, un numéro musical interrompu avant d'être finalement chanté, notamment par la mère de Rebecca. Et la série va aussi nous parler de la maternité comme une expérience physique. Je pense par exemple à la chanson Miracle of Birth, qui est chantée par Paula et qui est une description minutieuse et très très réaliste de l'accouchement. On va nous épargner absolument aucun détail gore. Et ça va aussi mentionner d'ailleurs la dépression postpartum. Mais tout ça va être fait sur une musique très douce, aux accents de berceuse, avec une Paula qui est habillée en madone, coiffée d'une couronne de roses. Tout ça, en fait, ça va moquer les discours ésotériques sur l'accouchement comme une expérience transcendante qui permet aux femmes de s'accomplir, qui permettent aux femmes de s'accomplir en tant que telles, en le confrontant en fait à sa réalité tout à fait physique. Alors, il faudrait peut-être ici faire un point sur la censure, puisque comment est-ce que tout ceci est possible sur une série qui est diffusée sur un network, hein, donc sur la chaîne CW, qui est donc une chaîne accessible à tous les Américains et qui
va être vue par le plus grand public. Crazy Ex-Girlfriend, au début, était prévu pour être diffusé sur une chaîne du câble, sur la chaîne Showtime, mais finalement, Showtime n'a pas accepté le pilote et la série, plus d'une année plus tard, s'est retrouvée sur CW. Eh bien, ce qu'explique Rachel Bloom, c'est qu'elle a adopté avec les personnes responsables de la censure au sein de la chaîne une véritable stratégie du sous-entendu, au sens où à partir du moment où quelque chose posait problème, mais qu'il pouvait avoir un double sens, eh bien, c'était accepté par la chaîne. Personne n'était dupe en fait, mais tant qu'un double sens était possible et que donc littéralement la chose un peu trop explicite pouvait être perçue de façon tout à fait innocente par un enfant, eh bien, la parole était acceptée. C'est par exemple le cas de la phrase Your balls smell weird dans la chanson Sex with a Stranger, une chanson de la première saison. Dans ce numéro, en fait, pour justifier cette parole, on va avoir un personnage qui va tenir dans sa main des boules anti-stress. Bon, bien sûr, ce n'est pas à ces boules qu'on fait référence dans la chanson. Et personne n'est dupe, en fait. Personne n'est dupe du sous-entendu, mais en fait, cela suffit pour passer la censure. Et pourquoi peut-on dire qu'il y a une déconstruction de la virilité dans cette série? Alors, on parle beaucoup en fait des personnages féminins, mais on va aussi s'interroger sur la masculinité. On va trouver dans la série un grand éventail de masculinité, hein, des modèles hégémoniques comme ceux incarnés par Nathanael ou Josh, ou des masculinités qu'on peut estimer plus dominées, comme celle qu'incarne par exemple Daryl. Et surtout, on va nous montrer toutes les injonctions à la virilité et comment ces injonctions peuvent être aussi source de souffrance pour les hommes. C'est par exemple le cas dans les chansons Fit Hot Guys Have Problems Too, les mecs bien foutus ont des problèmes aussi, ou encore la chanson Sport Analogies qui raconte l'incapacité des hommes à communiquer avec leur père autrement que sous forme de métaphores sportives. Pourquoi aussi Crazy Ex-Girlfriend est une série qu'on peut qualifier d'inclusive, Fanny? Eh bien, déjà parce que toute une diversité de ce qu'on peut appeler l'ethnicité est représentée dans le cast. C'est un cast donc très divers. L'acteur qui incarne Josh, tout comme le personnage d'ailleurs de Josh, est d'origine philippine. Et ça, c'est très rare en fait que le premier rôle masculin soit d'origine asiatique. Non seulement, en fait, il est d'origine asiatique, c'est donc un personnage racisé, mais en plus, il est une véritable incarnation de la masculinité hégémonique, telle qu'elle est traditionnellement incarnée par des acteurs blancs, c'est-à-dire qu'il est très musclé, il a la mâchoire carrée, il est très sportif. Il correspond en tout point au canon de la virilité, mais est incarné par un acteur racisé. Le cast de sa grande majorité est très divers. En fait, le personnage d'Heather est noir, Valencia et Hector sont d'origine latino. En fait, ça, c'est tout à fait lié à l'endroit où ça se passe, puisque la ville de West Covina est une ville très, très diverse. Donc, ça serait juste incongru de ne mettre en scène que des personnages blancs. Mais ce qui est particulièrement remarquable dans la série, c'est que les personnages ne vont pas être réduits à leur origine et cette diversité n'est jamais vraiment un sujet en fait, à la différence des séries comme Glee qui font une véritable promotion d'une mosaïque identitaire un petit peu à la Benetton. Ici, non, c'est simplement que les personnages sont racisés, mais ce n'est pas ce à quoi se résume leur identité. On a même, et ça c'est particulièrement étonnant, si on peut dire, une réflexion sur la blanchité. La série va à plusieurs reprises souligner combien le fait d'être blanc, c'est une particularité au même titre que les autres couleurs de peau. Je pense en particulier au personnage de White Josh, qui est donc un ami de Josh, qui ressemble à Josh, sauf qu'il est blanc.
Et ça, c'est tout à fait insolite, puisqu'en général, en fait, c'est l'homme blanc qui est considéré comme le neutre par rapport auquel se définissent toutes les autres déclinaisons de la masculinité. Mais ici, bien non, le neutre, le Josh principal, c'est le Josh d'origine asiatique. De la même façon, quand le personnage de Nathanael arrive dans la série, c'est le seul homme blanc et il est pointé comme tel lors de son introduction dans la chanson Who's the New Guy. Les employés du cabinet d'avocats se demandent Why should we root for someone male, straight and white? Pourquoi est-ce qu'on devrait être en faveur de quelqu'un qui est masculin, hétéro et blanc? Autre élément de diversité, je puis dire, dans la série, ça va être à travers la question de l'identité juive de Rebecca, puisque donc sa judéité est souvent abordée, une judéité d'ailleurs plus culturelle que religieuse. Rebecca se présente comme une descendante d'immigrés d'Europe de l'Est. Sa famille, alors on ne sait pas vraiment à quelle époque, mais aurait échappé aux persécutions antisémites et a été traumatisée. Et donc Rebecca va montrer une relation assez ambivalente à cet héritage. Un chercheur, Jonathan Brafman, dans le Journal of Modern Jewish Studies, montre qu'elle s'inscrit dans une tradition en fait de comédienne juive assez incisive, de Fanny Brash à Natasha Lyonne, en passant par Barbra Streisand. Dans les chansons qu'on pourrait qualifier les chansons juives de Rebecca, on va souligner à la fois l'histoire des persécutions qu'ont subies les Juifs et la façon aussi, surtout peut-être, dont la culture juive est marquée par le retournement et la réappropriation des stigmates pour les dépasser. C'est le cas notamment dans la chanson Jap Rap Battle, qui est un retournement de l'insulte Jewish American Princess, ou encore dans la chanson de Bar Mitzvah « Remember that we suffered », qui souligne avec ironie l'impossibilité des Juifs à être insouciants face à l'héritage du traumatisme. On peut aussi dire que la série est diverse en termes de physique et de morphologie représentée, puisqu'on a par exemple le personnage de Paula, qui est une femme grosse, mais qui n'est pas réduite à ça, et ni même qui incarne vraiment le stéréotype de la grosse rigolote. Ou encore, on peut parler de représentation réaliste des corps de manière générale pour l'ensemble des personnages. Et finalement, c'est ceux qui vont représenter la perfection, l'idéal, on va dire, de beauté parfait, qui est plutôt montré comme pathologique, avec cette obsession des personnages masculins, Nathanael et White Josh, d'être toujours au top de leur musculature et de leurs conditions physiques. Enfin, on peut aussi parler d'une grande variété des sexualités qui vont être représentées à l'écran. On a des personnages homo, hétéro et bi, et là encore, ce n'est pas quelque chose qui va réduire l'identité des personnages, c'est simplement une des composantes de leur identité. Et il faut noter que la série a été particulièrement saluée pour sa représentation de la bisexualité à travers les personnages de Valencia et surtout de Daryl, qui va avoir une chanson consacrée à son coming out bi, donc la chanson I'm Getting By, qui va déconstruire en fait toutes les idées reçues sur la bisexualité. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas qu'il est indécis, voilà, c'est juste qu'il peut être attiré aussi bien par un homme que par une femme. Et c'est une chanson qui a d'ailleurs été écrite en collaboration avec la Gay and Lesbians Alliance Against Defamation, puisque donc une association qui lutte en fait pour la bonne représentativité des personnes LGBT. Enfin, on peut aussi noter qu'on a une variété d'identités de genre dans la série, puisqu'on n'a pas de personnage ouvertement transgenre, mais au moins le personnage de AJ, qui semble un personnage non binaire.
Oui, et puis c'est une série aussi qui est basée sur l'analyse d'une maladie mentale, la dépression de l'héroïne. Alors comment est-ce que cette maladie-là est montrée à l'écran? Parce que c'est pas toujours facile de dépeindre ça. Et justement, peut-être à travers le prisme musical, c'est quelque chose qui est mis en avant de façon, j'allais dire, peut-être plus légère. N'est-ce pas, Fanny? Oui, tout à fait. C'est une série qui a, là aussi, été saluée par la façon dont elle représente la dépression et la façon dont elle la représente en tirant parti à la fois, là encore, du temps sériel et de la présence de numéros musicaux. La forme sérielle va permettre d'explorer en fait la maladie sur le temps long. On va avoir une description en profondeur de la dépression. On peut apprécier ça d'ailleurs au changement de ton progressif de la série, puisque au début, on peut dire que Crazy Ex-Girlfriend, c'est principalement une série comique, mais elle va devenir de plus en plus sombre au fil des saisons, avec une sorte de pic de caractère sombre pendant la saison 3. Et puis, la saison 4, l'héroïne se remet peu à peu. En fait, les comportements qu'on jugeait drôles au début, hein, à travers cet archétype un peu simpliste de la Crazy Ex, eh bien, on se rend progressivement et assez subtilement, je trouve, compte que c'est des comportements tout à fait pathologiques. Moi, personnellement, en fait, du fait de la forme comique, j'avoue que j'avais pas senti que la santé mentale de Rebecca, ça serait à ce point au centre de la série au tout début, en fait. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir eu un échange avec mon ami psy Walid, qui lui avait tout de suite vu que le comportement de Rebecca était pathologique. Ben, moi, j'avoue, en tant que spectatrice ordinaire, pas forcément. Mais la gravité de la dépression va arriver petit à petit, grâce aux révélations et aux rebondissements. On apprend progressivement son historique médical, et surtout on est témoin de la nature de plus en plus inquiétante de son comportement, et ça on s'en aperçoit particulièrement à travers les numéros musicaux qui vont rendre visibles les pensées et les émotions de l'héroïne. On va observer, par exemple, sa tendance obsessionnelle dans une chanson comme Research Me Obsessively, où on la voit faire des recherches Internet très approfondies sur la nouvelle petite amie de Josh. On va voir aussi sa tendance à l'autoflagellation dans une chanson comme You Ruined Everything, You Stupid Bitch, une parodie de chanson à la Céline Dion. Et en fait, assez rapidement aussi, on va comprendre que tous ces numéros musicaux sont une sorte de procédé conscient de Rebecca, et que c'est en passant par le processus de la musique et de la danse qu'elle arrive à comprendre et à contrôler ses émotions. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir partie prenante de la série au fil des saisons. On comprend à quel point les numéros musicaux vont être un tremplin vers sa guérison. Et en fait, la série va aussi nous permettre donc d'explorer cette guérison de Rebecca à la manière d'un travail de psy. En fait, on va à la fois répondre à la question quelle est la nature du problème et comment le régler. Dès le début se pose la question du bonheur de Rebecca, puisque dès le premier épisode de la saison 1, à travers une publicité pour du beurre, une publicité qu'elle voit dans la rue à New York, elle se demande si elle sait vraiment ce qu'est le bonheur. Et bien, donc, comme je le disais tout à l'heure, elle fait l'erreur de conditionner ce bonheur à la personne avec laquelle elle va être en couple. Donc, elle s'imagine qu'à partir du moment où elle sera avec Josh, elle sera heureuse. Mais on comprend que ce n'est pas ça le problème à régler. Au début aussi, elle pense que tout est lié au divorce de ses parents, qui ont été son traumatisme initial, et que donc à partir du moment où elle aura trouvé un compagnon, ce sera bon. Mais non, ce n'est toujours pas la solution. Il faut qu'elle arrive à travailler en fait sur elle pour véritablement trouver le bonheur. Et on a quelques numéros en fait qui vont nous montrer combien ceci est illusoire. Je pense au numéro
We'll Never Have Problems Again, un numéro qui intervient au tout début dans les débuts de la série, il me semble à la fin de la saison 1, où en fait on met en évidence combien le fait que Rebecca se chante à quel point elle n'aura plus de problème à partir du moment où elle est en couple, c'est évidemment une illusion, et elle s'illusionne elle-même, comme le signale d'ailleurs Heather qui fait une apparition dans la chanson. Et à partir de là, saison 3, on va avoir un progressif cheminement vers la guérison, avec ce moment assez clé de la découverte de son diagnostic, en montrant comment le diagnostic, c'est pas quelque chose qu'il faut fétichiser, c'est pas simplement l'affaire de trouver son groupe d'appartenance, d'avoir une étiquette, c'est l'envie de Rebecca, mais en fait le diagnostic, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et il y a cette très intéressante chanson qui s'appelle justement A Diagnosis, qui est une chanson faite à la manière de ce qu'on appelle à Broadway les I Want Songs, c'est-à-dire les chansons qui vont permettre au personnage d'exprimer ses aspirations, sa détermination. On comprend à quel point elle a très très envie d'avoir un diagnostic, mais qu'il ne faut pas qu'elle s'illusionne dans le fait d'avoir ce diagnostic. Encore une fois, le diagnostic n'est qu'un point de départ. La maturation de Rebecca va advenir à partir du moment où elle accepte qu'elle est malade et qu'elle ne trouvera pas des solutions pour vivre avec cette maladie ailleurs qu'en elle-même. C'est avant tout sur elle qu'elle doit travailler. La série aborde même la question des antidépresseurs, en insistant sur le fait que c'est un outil qu'il ne faut, là encore, pas sacraliser, puisque ça a pu aggraver la situation de Rebecca lorsqu'elle en a trop pris, mais qu'il ne faut pas non plus s'interdire. Et ça, c'est notamment fait à travers la chanson « Antidepressants are not a big deal », qui parodie en fait le numéro d'ouverture de La La Land, Another Day of Sun. Donc c'est là encore de façon très comique, ça permet d'aborder un sujet relativement lourd, ou qu'on peut avoir du mal à aborder, à travers une forme tout à fait légère, puisque c'est comme le numéro La La Land, un numéro très enlevé, très coloré, qui est avec une séquence de claquettes, quelque chose d'en fait très joyeux pour dédramatiser très précisément cette question des antidépresseurs. La série va enfin montrer que le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie, qu'on doit littéralement vivre avec la dépression. Ça n'est pas forcément, on n'a pas forcément un moment où on sera guéri une bonne fois pour toutes. C'est simplement, il faut apprendre à vivre avec la maladie, notamment d'ailleurs en s'appuyant sur son entourage. La série montre le rôle de l'amitié en fait et de l'entourage dans le processus de guérison. Rebecca va finalement comprendre qu'il n'y aura pas de prise de conscience magique qui va mener au happy ending. C'est tout le sens du numéro final 11 O'Clock, le numéro qui s'appelle 11 O'Clock, qui est une référence en fait au numéro de comédie musicale sur scène qui adviennent en général vers 11h du soir, c'est-à-dire plutôt vers la fin de la pièce, et qui sont la résolution magique des problèmes du personnage à travers un grand numéro spectaculaire. Eh bien, Rebecca comprend qu'elle n'aura pas forcément son 11 o'clock number, qu'elle devra travailler, se concentrer sur elle, sur ce qui la rend heureuse, avant de chercher à construire une relation amoureuse épanouissante. Donc ça, c'est vraiment, je spoil un peu, mais c'est la toute fin de la série. On comprend qu'elle doit travailler sur elle pour pouvoir avancer et se construire notamment à travers le couple dans un second temps. Et le dernier élément qu'on peut évoquer à propos de ce traitement de la dépression, c'est que la série arrive à montrer combien la normalité, c'est une illusion. Tout le monde, finalement, a ses problèmes. Rebecca va être habitée par cette
un sentiment de gêne et d'inadéquation tout à fait permanent, notamment par rapport aux gens qui l'entourent. Mais en fait, ce qu'on va comprendre aussi, c'est que à West Covina, elle va se trouver entourée à travers de gens qui ont l'air en apparence tout à fait normaux, mais qui ont chacun beaucoup de problèmes et chacun leur anormalité à leur façon. Josh est immature de façon tout à fait pathologique. Paula n'hésite pas à manipuler les gens pour rendre service à Rebecca. Greg est alcoolique et sans doute dépressif. Nathaniel est totalement froid. Voilà, ils ont tous des problèmes à régler et vont tous en fait participer de ce cheminement que suit Rebecca, puisque comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est des personnages qui chacun peuvent sembler très archétypaux au début de la série, mais qui vont tous, et vraiment ça c'est très remarquable, vont tous évoluer au fil des saisons et tous guérir d'une façon ou d'une autre. Donc là encore, c'est rendu possible à la fois par le temps sériel et par cette exploration des névroses de chacun, névroses plus ou moins pathologiques, à travers les numéros musicaux. Finalement, la conclusion de la série, ça pourrait être que personne n'est vraiment tout à fait normal et que la vie fait qu'on grandit en apprenant de ses erreurs et en explorant tous ces conflits intérieurs. Merci Fanny Beuret d'avoir analysé pour nous dans cet épisode 71 d'Histoire en série, la série Crazy Ex-Girlfriend, dans laquelle vous êtes bien revenu sur l'aspect important au niveau musical. Alors vous avez donné, comme tous les intervenants et les intervenantes du podcast, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur le site histoireensérie.com qui permettra aux auditeurs d'aller plus loin. Et puis, comme tous les numéros, on retrouve le résumé du numéro sur le site de notre partenaire nonfiction.fr. Voilà Fanny, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation pour votre podcast dont on rappelle le nom, All That Jazz, que vous pouvez retrouver sur les grandes plateformes de podcast et l'adresse sur le site de l'émission. À bientôt Fanny, j'espère, pour une nouvelle analyse d'une série musicale. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's